Bien, salut Cyril. Bonjour David. Alors, je suis très content de t'avoir aujourd'hui parce que déjà la semaine dernière, si tu as peut-être suivi Tristan Colombet de UDOT Udot, oui. et voilà, et un acteur qui est dans le secteur des noms de domaine importants, mais qui est également une société de la tech française qui dépasse largement le secteur des noms de domaine et qui fait partie des plus belles. Et c'est ton cas aussi. Moi, honnêtement, j'ai l'impression que votre projet, c'est pas uniquement le secteur des noms de domaine, c'est vraiment un projet disruptif de l'Internet. Donc, c'est une grande chance que ça soit dans le secteur des noms de domaine. Et ce que tu peux sera difficile en quelques minutes, mais nous expliquer ce que fait l'extension .best, ton parcours, les objectifs, enfin tout ce que tu veux mettre en avant en quelques minutes. Alors, bonjour à tous. Donc moi, en fait, je suis non pas un domaineur, mais un SEO à la base. Moi, j'ai commencé ma carrière aux États-Unis, notamment en faisant des sites internet pour des grandes entreprises américaines comme Fruit of the Loom ou Victoria's Secret. J'ai eu la chance en fait de me retrouver en 96 à Mountain View, au cœur du campus de Netscape. Ce qui m'a donné un peu la perfusion, c'est comme comment dire, Obélix qu'il est tombé dans la potion voilà, quand il était petit. Ben, moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fini mes études, je suis tombé dans la potion Internet, la potion magique d'Internet. Et c'est ce qui m'a donné le virus du web. J'ai commencé par créer donc, des sites web comme un développeur classique, parce que j'avais fait des études informatiques. J'avais fait notamment un DESS en France. Et puis, je suis revenu après en France pour participer à plusieurs créations d'entreprises depuis maintenant plus de 20 ans. La dernière date qui est entrée en bourse, c'est Side Trade, que peut-être certains connaissent, et qu'on a rentré en bourse en 2004. À la suite de cette entrée en bourse, donc moi je suis sorti parce que j'étais le dernier investisseur à avoir investi. Donc l'avantage, c'est qu'en fait, on peut vendre plus facilement ses parts. Et puis, c'est là où on voyait vraiment l'évolution du web vers notamment les blogs, la création de contenu sous la forme de blogs d'abord avant de parler des réseaux sociaux. Et quand j'ai vu cette évolution-là, je me suis dit, il faut que moi aussi je crée des blogs en masse pour ensuite les monétiser et essayer de trouver un petit truc qui marche et d'en faire ce qu'on appelle une grande échelle pour ensuite gagner le plus d'argent possible avec ça. Et c'est ce que font aujourd'hui ou majoritairement beaucoup de SEO, c'est à construire des PBN, donc des réseaux privés de plusieurs sites qui se propulsent les uns les autres pour essayer de capter un maximum de trafic. Et donc, mon métier pendant 10 ans quasiment, ça a été celui-là. Et à tel point, on est monté tellement haut en nombre de sites, puisqu'on est monté jusqu'à 50 000 sites, qu'à un moment donné, en fait, un des principaux coûts de dépenses, enfin, un de nos principaux coûts de dépenses, c'était les noms de domaine. Il y avait l'hébergement, les noms de domaine, parce qu'en gros, quand on produit un PBN, il y a le nom de domaine ou les noms de domaine, l'hébergement et puis la création du contenu. La création du contenu, on l'avait complètement automatisé. Donc, on avait développé un outil qui nous permettait de créer du contenu automatiquement, notamment pour Google, quand j'ai un contenu qui fait du sens et qui se référence. Et puis, en fait, on cherchait à automatiser ou à réduire nos coûts sur la partie nom de domaine. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressé aux extensions Internet. Et on était à ce moment-là en 2013. J'ai contacté des acteurs en France, par exemple, comme ProDomaine, pour comprendre un peu ce milieu-là, parce que j'étais un acteur de l'Internet, mais je n'étais pas un spécialiste des noms de domaine. Il y Donc, avait je me suis Jean-François dit, Poussard à ce moment-là chez ProDomaine ou c'est pas avec lui que tu étais en contact? avec qui tu m'as dit, excuse-moi? Jean-François Poussard peut-être à ce Non, moment-là? non, Non. c'était avec une fille, j'ai oublié son nom, mais qui travaillait avec Jean-François Poussard, que j'ai rencontré après d'ailleurs. Mais à cette époque-là, justement, Jean-François Poussard était encore chez ProDomaine. On a regardé comment on pouvait éventuellement nous préparer le prochain round en créant notre propre extension. Sauf qu'on s'est rendu compte très très vite que en fait, c'était pas possible parce que l'ICANN, en 2013, commençait déjà à se dire que le prochain round ne serait pas avant 2019, 2020. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est en 2020 et il n'y a toujours pas de prochain round. Donc, ce que j'ai fait, au bout d'un an de patience, c'est que je me suis dit, si je ne peux pas en créer une, il faut que j'en rachète une. Donc, j'ai fait le tour du monde, j'ai été voir tous les propriétaires d'extensions. Et comment on fait pour faire ça? On prend son ticket, on va dans des meetings ICANN et puis on essaye de rencontrer les gens. Et donc, j'ai attendu les gens dans les ascenseurs, enfin bref, parce que, comment dire, le patron de Microsoft, de Google ou autre te prend pas au téléphone. Donc, j'étais au culot, j'ai été voir les gens comme ça. Et puis, j'ai mis quasiment 5 ans d'abord à rencontrer tout le monde, parce qu'il faut voyager un peu partout dans le monde entier, et puis à trouver l'extension qui me correspondait le mieux
et surtout qui correspondait à un projet. Parce que la petite particularité de notre projet, justement, c'est qu'on ne voulait pas racheter une extension pour faire ce que font tous les autres aujourd'hui, c'est-à-dire en gros racheter une extension Internet, la mettre sur l'étagère et attendre que OVH, Gandhi, enfin tous les acteurs, tous les registrars revendent leur nom de domaine. Nous, on voulait vraiment créer un projet, un usage nouveau associé à cette extension-là. Et donc, on avait plusieurs idées, on avait identifié le point review, etc. parce qu'on voyait bien qu'on était en train de monter, enfin que le nombre de recherches liées à la réputation, d'une façon générale, les avis, le meilleur de, etc., devenaient de plus important dans la recherche Google, et notamment même en AdWords, puisqu'on voyait bien qu'on était passé du meilleur hôtel au meilleur prix pour cet hôtel. Et donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on trouve la bonne extension. Et on a mis 5 ans à la trouver, et notamment à faire un deal avec Jody Rich, qui était le patron du point CEO et du point Best, et qui est un Australien. Et on a réussi à le convaincre en un mois de nous vendre l'extension. Et c'est ce qu'on a fait en juillet 2018, puisqu'on a racheté non seulement l'extension, mais on a même racheté la société australienne. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, je suis propriétaire de société en France, mais également d'une société en Australie qui possède l'extension Point Best et qu'on opère depuis 2018. Super. Alors, pour rentrer dans le détail, tu as eu la gentillesse de venir au NDD Camp présenter ton projet. Tout le monde était vraiment impressionné par justement cette différence avec les autres extensions parce qu'il y a une idée derrière, il y a vraiment des étapes. Mais ce qui nous a aussi beaucoup étonné, c'est la qualité de l'équipe parce que c'est difficile quand même d'avoir des gens qui soient techniques, qui soient capables de parler plein de langues, qui aient certaines qualités. Comment tu as fait pour avoir non seulement ton idée, mais aussi un staff qui est de très bonne qualité? Est-ce que c'est des associés? Est-ce que c'est un cabinet de recrutement? Comment tu as fait pour arriver à ce qu'aujourd'hui, le Point Best, ce ne soit pas seulement Cyril Frémont, mais une belle histoire, quoi? Alors, déjà, il y a une petite particularité dans notre projet qui est la naissance de notre acquisition. C'est qu'en fait, moi, je n'ai pas acheté le Point Best tout seul, je l'ai acheté avec 10 investisseurs privés également. Et comme on a eu très peu de temps en réalité pour faire cette acquisition, parce que sinon, c'est un major qui aurait fait l'acquisition à notre place, en fait, je me suis tourné vers les gens qui étaient mes plus proches collaborateurs depuis des années. C'est-à-dire des gens qui travaillent avec moi depuis 10 ans et qui sont donc pas simplement salariés chez moi, mais qui sont surtout des associés. Donc, la petite particularité de notre équipe, c'est qu'on est déjà tous entrepreneurs à la base. C'est comme si 10 mecs du SEO ou 10 domaineurs s'associent ensemble pour racheter une extension. C'est un peu la mécanique qu'il y a eu. Après, bien évidemment, chacun a son rôle ou chacun a son profil. Mais Stéphane, par exemple, qui est notre CTO, Stéphane, ça fait même pas simplement 10 ans qu'il travaille avec moi. Stéphane, on était à l'école ensemble en ESS. Donc, depuis que j'ai terminé mes études avec lui, lui me suit. Et si je lui dis on va à droite, il va à droite. Alors, il y a un truc qui est génial, c'est que, alors on n'est pas toujours d'accord, et même toutes les semaines on s'engueule, mais c'est normal comme un couple. Mais par contre, il sait un truc, c'est que ce qui est le plus important dans ce qu'on fait, c'est d'avoir la vision d'un projet ou de ce qu'on veut faire et de s'y tenir. Et notre vision, notamment pour revenir à ça aussi, c'est que ce qu'on a vu, nous, grâce à notre expérience des 50 000 sites Internet et grâce à l'émergence des réseaux sociaux, c'est qu'on a vu en fait la transformation de l'Internet depuis 20 ans ou 30 ans maintenant. Et ce que moi j'ai vu notamment, c'est dans les années 2000, l'émergence des sites de e-commerce, d'accord, Amazon, Alibaba, etc. Ça, c'était le carton des années 2000. Et donc, aussi des gens qui faisaient du SEO, d'accord. Et à partir des années 2010, on a vu l'émergence des réseaux sociaux. Ce que d'ailleurs, et même moi au début, peu de SEO ou de domaineurs n'ont pas vu, c'est qu'en réalité, un influenceur fait le même métier aujourd'hui qu'un mec qui fait du SEO. C'est le même métier. Il faut bien comprendre ça. Ils font le même métier parce qu'ils veulent simplement monétiser leur audience. Monétiser leur audience, c'est leur trafic web, ou monétiser leur audience sur leur trafic qui vient de Facebook, d'Instagram ou autre. Mais c'est le même métier. Et nous, ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est ça notre vision, c'est qu'il y a eu 10 ans d'hégémonie des sites web, donc de 2000 à 2010 notamment. Ça veut pas dire que les sites sont terminés. Amazon continue à cartonner, etc. Mais on va dire que c'était l'émergence et l'apogée des sites web. Les années 2010 à 2020, c'était l'émergence et l'apogée des réseaux sociaux. Et on l'a vu encore, même TikTok encore récemment, plus de 2 milliards de téléchargements l'année dernière. Et ce qu'on pense, nous, c'est que ces deux mondes-là vont se réconcilier sur les 10 prochaines années. C'est-à-dire qu'on va
qu'on va voir l'émergence de ce qu'on appelle nous le social commerce, c'est-à-dire le mix entre le e-commerce et les social media. Et on le voit bien aujourd'hui, si on regarde par exemple, YouTube vient d'annoncer il y a 2 jours qu'ils allaient maintenant autoriser les influenceurs à insérer des produits dans leur contenu vidéo. Alibaba et AliExpress, notamment aux États-Unis, a un plan de recrutement d'1 million d'influenceurs jusqu'à 2023, 100 000 cette année. Donc, on voit bien que ces deux mondes que sont e-commerce ou social media vont basculer vers le social commerce. Les e-commerce vont recruter des influenceurs, d'accord, et les social media vont chercher à vendre directement depuis les réseaux sociaux. C'est ce que fait Instagram aujourd'hui et c'est ce que vont faire tous les social networks qui existent. Et nous, notre vision, c'est ça, c'est de dire le prochain ou la prochaine décennie va être l'apogée du social commerce. Et donc, nous, on essaye de créer, entre guillemets, grâce à notre équipe, justement, qui a justement des visions différentes, un environnement ou un projet qui va avoir le meilleur des deux mondes, le meilleur du e-commerce et le meilleur du social media. Et Stéphane, par exemple, pour revenir à la question initiale, Stéphane vient plutôt du e-commerce, alors que dans notre équipe, on a plutôt aussi des gens qui viennent des social media. Et donc, on va, nous, essayer de mixer justement les expériences de tout le monde. On veut aussi des utilisateurs, parce qu'on part de ce que les utilisateurs recherchent, pour essayer de créer le projet qui a le plus de valeur pour, entre guillemets, les consommateurs des réseaux sociaux. Et notre mission, entre guillemets, parce qu'on parle souvent de la vision, mais aussi de la mission, c'est d'essayer de transformer justement, grâce à notre extension Internet, chaque utilisateur de réseau social en un vendeur. C'est-à-dire, en gros, en un promoteur de produits ou de services. Mais plutôt que de promouvoir ces produits ou ces services à travers Instagram ou Facebook, on veut qu'ils puissent faire la promotion de ces meilleurs produits ou de ces meilleurs services sur un site en point .best et d'où l'acquisition du point .best. Voilà. Alors c'est passionnant parce que on a interviewé pas mal de gens finalement dans le NDD Camp, des porteurs d'extension, mais ils étaient très orientés vers les enregistrements ou des choses sans stratégie, sans vision comme vous avez vous. Donc c'est clairement au niveau de la vision, on peut être fier qu'il y ait des Français qui aient à mon avis cet avantage et je ne crois pas qu'il y ait d'autres porteurs d'extension avec autant de stratégie. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que là, vous avez créé un monde entier. C'est techniquement un challenge, juridiquement un challenge. En termes marketing, c'est un nouveau monde. Qu'est-ce qui est le plus dur, ou aussi institutionnellement, j'imagine qu'il faut travailler avec l'ICANN, avec les registrars. C'est quoi la plus grande difficulté de porter une nouvelle extension pour vous avec tous ces aspects-là? Qu'est-ce qui est le plus challengeant aujourd'hui? Alors, je vais te dire, tout est dur. Il n'y a rien qui est facile, tout est difficile. D'abord, c'est difficile parce que c'est un monde qui est en perpétuelle évolution. C'est en perpétuelle évolution technologique. Par exemple, les choix technologiques qu'on a fait, nous, il y a 1 an, sont quasiment obsolètes. Toutes les semaines, quand on fait la migration au niveau de l'app, par exemple, d'un plugin, d'une bibliothèque ou d'un truc, on tremble presque parce qu'on se dit est-ce que ça va être compatible, etc. Donc, si tu veux, la rapidité à laquelle évolue la technologie, l'environnement juridique aussi. On regarde par exemple ce matin ou hier, Bruno Le Maire qui dit par exemple en France, il faut mieux contrôler les plateformes, etc. Ça va rajouter des lois. Et en plus de ça, comme on est français, ça va même nous pénaliser, nous, contrairement par exemple aux Américains qui, eux, sont protégés par la loi à l'inverse. C'est-à-dire que nous, on va faire des lois pour protéger le consommateur, ce qui est bien, hein, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais aux États-Unis, par exemple, ils ont des lois qui protègent les plateformes centralisées. Donc, on prend des chemins complètement différents. Donc, tout est difficile parce que c'est un monde qui évolue en permanence. Et même nous, j'ai envie de te dire, mais après, c'est la journée d'un entrepreneur qui est un peu comme ça aussi, c'est que, et c'est pour revenir aussi à l'équipe, il y a un truc qui est bien quand une équipe te fait confiance, c'est que tu peux jeter à la poubelle, entre guillemets, en 24 heures ce que tu as fait pendant 3 semaines et personne ne dit rien. Et c'est hyper difficile parce que quand tu as des développeurs, des techniciens, des juristes, peu importe, des designers qui travaillent sur un projet pendant 3 semaines, qui ont l'impression d'avancer, et que toi, tu te réveilles en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise un matin et tu te dis on ne va pas dans la bonne direction parce que l'environnement a changé, parce qu'il y a une nouvelle réglementation, enfin, peu importe la raison, et que tu dis à ton équipe ben, on recommence à zéro, tu as deux réactions. Soit les gens te disent qu'il y a un taré, on abandonne le navire et il y en a qui vont peut-être quitter le navire à un moment donné, ou alors les gens te font confiance parce qu'ils savent très bien que depuis 20 ans ou 30 ans, si tu fais ça, c'est qu'il y a une bonne raison et que, bien évidemment, ce n'est pas juste on va tout jeter à la poubelle, on recommence. Il faut arriver avec des arguments et je pense que le plus important, justement, moi je dis toujours, on a toujours le droit de ne pas être d'accord avec moi dans mon équipe,
La seule chose, c'est qu'il faut venir avec des arguments. C'est-à-dire qu'en gros, si tu viens me voir en me disant « Papa, parce que moi, je pense comme ça », ou parce que ma sœur qui a utilisé l'application, elle pense comme ça, ou que ma tante qui l'a utilisée, elle trouve que c'est pas bien, etc. Pour moi, c'est pas un argument. Un argument, c'est en gros, il faut faire ça parce qu'il y a tant d'utilisateurs qui font ça comme ça ou qui consomment ce type de contenu et il faut qu'on change la plateforme, etc. Par exemple, je te donne un exemple. Quand on a acheté le Point Best, justement, parce qu'on était influencé, entre guillemets, par le registre, d'accord, on a fait une énorme connerie. Je vais la révéler là devant tout le monde parce que personne C'est pas lié à la blockchain parce qu'au début, vous étiez pas mal orienté vers Alors, il y a eu la blockchain, il y a eu la blockchain, et la blockchain, on s'est rendu compte très très vite que ça serait une connerie parce que justement, quand on a vu que des gens comme Tristan, etc., avaient levé beaucoup d'argent, mais n'arrivaient pas, même avec beaucoup d'argent, à développer leur projet, on s'est dit, on va avoir un souci. C'est-à-dire peut-être qu'on peut récupérer de l'argent, mais le projet ne pourra pas être sain. Et petite particularité, mais ça c'est un problème éthique de mon côté, c'est que c'est pas de l'argent d'investisseurs, entre guillemets, c'est de l'argent de petits épargnants, souvent la blockchain. Or là, je me disais, ce qui n'était pas le cas de Tristan, parce que Tristan, c'était plutôt des fonds d'ailleurs, mais nous, entre guillemets, si on faisait une ICO à ce moment-là, on aurait pris de l'argent à des petits épargnants. Et à partir du moment où tu n'es pas confiant, où tu te dis le marché ne va pas exploser ou l'usage ne va pas exploser, nous, on a préféré arrêter et se dire c'est pas un bon choix. Mais tu vois, par exemple, on a travaillé pendant 6 mois sur la création de ce qu'on appelait nous le best coin pour rewarder notamment nos utilisateurs avec ça. Et à un moment donné, on s'est dit si on fait ça, on n'y arrivera pas. Enfin, c'est pas qu'on n'y arrivera pas, c'est que le marché ne sera pas assez liquide pour que nos petits épargnants, ceux qui achètent des best coins, puissent gagner de l'argent avec ça. Donc, on s'est dit on arrête. On fera la rémunération en reward classique, en dollars, en euros, comme ce que font toutes les plateformes YouTube ou autres. Donc, ça, c'est une première connerie qu'on a faite, mais on a arrêté très vite. La plus grosse connerie qu'on a faite, c'est même pas celle-là. La plus grosse connerie qu'on a faite, c'est que quand on a acheté le Point Best, on s'est dit il faut qu'on trouve un usage at scale du Point Best. Et on s'est dit, justement, c'est les utilisateurs des réseaux sociaux. Donc, on s'est dit on va connecter les Points Best aux utilisateurs de réseaux sociaux. Et ça, c'est une énorme connerie. Parce qu'en fait, ce qu'on aurait dû faire, c'est partir de ce que voulaient les utilisateurs de réseaux sociaux pour remonter la pente et les connecter au Point Best, et pas l'inverse. Or, ça veut dire quoi d'un point de vue contenu? C'est très bête, hein, mais par exemple, quand on a démarré la création de la plateforme, on l'a très très vite orienté sur les reviews, sur les avis. Et on s'est dit, en fait, ce qui correspond le mieux au Point Best, c'est des reviews, donc des avis, et donc on va créer une plateforme pour déposer des avis sur des Points Best. Mais on ne s'est pas posé la question une seule minute de savoir si c'est ce que les gens voulaient consommer, si c'est ce que les gens voulaient tous les jours voir dans leur application, etc. Or, quand on a poussé un peu plus loin la démarche et qu'on s'est rendu compte que TripAdvisor, qui a certes beaucoup d'avis, mais qui n'a pas ce qu'on appelle dans le langage des réseaux sociaux un nombre de daily active users important, c'est-à-dire la problématique de TripAdvisor, c'est comment je fais revenir tous les jours des gens sur ma plateforme, pas simplement pour consommer des avis, mais pour consommer du contenu. Et or, si vous regardez aujourd'hui TripAdvisor, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que le contenu de TripAdvisor, c'est plus simplement des avis. Depuis 1 an, TripAdvisor essaye de faire un shift majeur pour ouvrir sa plateforme à des nouveaux types de contenus qui n'ont rien à voir avec des contenus. C'est vos photos de vacances, etc. Parce que c'est ce qui va faire que vous allez revenir de plus en plus sur la plateforme, consommer du contenu et pas simplement consommer des avis. Parce que les gens recherchent ou consomment des avis en mode recherche, donc quand vous cherchez un truc bien précis, mais pas en mode découverte. Or, un réseau social, c'est d'abord la découverte. C'est d'abord la découverte de nouveaux produits, de nouveaux contenus. On voit bien TikTok. TikTok, le succès de TikTok, c'est principalement de la découverte. Vous avez 5 minutes à perdre et vous allez scroller sur TikTok. Bon, en réalité, comme dirait Mark Zuckerberg, les réseaux sociaux, c'est bien 5 minutes à perdre et vous en perdez 45 parce que c'est exactement ça. C'est le modèle économique. Et aujourd'hui, 3 heures par jour sont consommées sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est 6 heures sur le mobile, la consommation aujourd'hui, et 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. Donc, on voit bien le chiffre qui est en train de se passer, mais ça ne s'est pas fait en 1 an, ça s'est fait en plusieurs années. Et donc, nous, on s'est dit, voilà, il faut vraiment qu'on aille vers les réseaux sociaux parce que c'est ce qui va driver, entre guillemets, l'usage et la consommation des utilisateurs. Et donc, en réalité, ce qu'on a fait, la connerie qu'on a réparée, c'est qu'on est parti donc, de ce que voulaient consommer les utilisateurs en termes de contenu. Et on s'est rendu compte que c'est pas, alors, entre guillemets, il y a plusieurs types de contenus. Il y a des contenus de type entertainment, ça c'est TikTok, YouTube, etc. Et puis, il y a des contenus de type produit. Et en réalité, ce que cherchent les consommateurs, 70% des gens qui vont sur Instagram, par exemple, aujourd'hui, c'est pour rechercher des nouveaux produits.
C'est dingue. Mais aujourd'hui, tout le monde pense que Instagram, c'est pour regarder telle ou telle personne. Mais c'est surtout 70% des gens recherchent des nouveaux produits. D'où l'émergence des Instagrammeurs et des influenceurs à travers la plateforme Instagram. Et donc, à partir de ce postulat-là, qui est de dire, en fait, ce que cherchent les gens à consommer comme contenu, ça n'est pas des avis, mais c'est des produits. On a complètement modifié la plateforme ces dernières semaines et ces derniers mois. Et on a redéveloppé la plateforme pour pouvoir, non pas poster ou créer du contenu de type avis, entre guillemets, de prime abord, mais créer des produits. Parce que si vous regardez Pinterest aujourd'hui, par exemple, Pinterest, c'est 350 millions d'utilisateurs, plus de 30% de croissance depuis l'année dernière, avec quasiment des produits, ce qu'ils appellent des pins et des boards. Et d'ailleurs, notre modèle, en réalité, la plateforme qui est la plus proche de nous, c'est Pinterest. Parce que les pins, c'est nos posts à nous, d'accord, nos bests à nous, le meilleur de ce qu'on va poster tous les jours. Et les boards de Pinterest, c'est nos points best. Plutôt que d'accrocher un pin sur un board comme sur Pinterest, vous allez accrocher votre meilleur produit sur un site en point best. Et la particularité, c'est que ça va vous faire gagner de l'argent parce que en faisant la promotion des produits ou des services des autres, vous allez gagner de l'argent sur les clics associés aux produits que vous allez mettre en avant. Donc, nous, en fait, on a fait exactement ce qu'on fait depuis 10 ans. Quand moi, je faisais en tant qu'SEO, quand je créais des sites web et que je mettais en avant Meilleure Assurance de Biprox, par exemple, en France, pour faire des comparaisons d'assurance, j'étais un influenceur sur mes noms de domaine à moi qui mettait en avant le produit Meilleure Assurance pour comparer sa mutuelle ou son assurance auto. C'est la même mécanique qu'on est en train de reproduire. La seule différence, c'est que c'est plus nous qui allons créer le contenu maintenant, c'est les utilisateurs qui vont télécharger l'application Best et qui vont créer leur contenu, qui vont sélectionner les meilleurs produits qu'ils veulent mettre en avant et qui vont gagner de l'argent avec ça. Donc, c'est ça un peu notre projet, c'est de créer une plateforme qui réconcilie un peu les deux mondes. Super. Alors, j'ai une question par rapport à un des challenges qui ne correspond pas vraiment à ce que vous faites vous, mais plutôt, il y a pas mal d'investisseurs qui ont essayé de faire des retours rapides avec le point top, le point site, le point ICU, où on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enregistrements, mais aussi beaucoup de spam, beaucoup de contenus illégaux. Et j'ai vu aussi que sur le point best, vous n'êtes pas épargné non plus. Il y a des gens qui enregistrent du point best parce que c'est pas cher et qui font des sites comment dire, de qualité plutôt faible. Est-ce qu'il n'y a pas des risques que Google dégage tout ça ou des risques que l'ICANN prenne des mesures? Est-ce que ce genre de pratique, je ne sais pas, on appelle ça les cavaliers libres ou ce que tu veux, enfin une partie des acteurs nuisent pas à l'ensemble des NGTLD dont le point best? Alors, tout à fait. Alors, il y a plusieurs cas de figure. D'abord, il y a un précédent. Le précédent, c'est le point TK. Il ne faut pas oublier que le point TK était blacklisté de l'algorithme de Google, notamment parce qu'ils avaient, en donnant des noms de domaine gratuitement, mais la contrepartie, c'est comme il n'y avait aucune protection pour les marques, toutes les marques se sont fait cybersquatter. Et ce qui a terminé le point TK, c'est Facebook.tk qui avait été déposé par un Chinois. Et c'est à partir de ce moment-là que Google a décidé de blacklister notamment le point TK. Ce qui est rigolo d'ailleurs, parce qu'on connaît bien les équipes du point TK, j'ai discuté avec Jérémy Godrèche, etc., pour comprendre justement ce qui est bien dans leur projet et ce qui est moins bien. Mais il ne faut pas non plus oublier que même s'ils ont fait des bêtises, ils sont montés jusqu'à 30 ou 35 millions de points TK. D'accord. Ce qui montre bien que… Ils ont le point M. En fait, ils ont pris des extensions africaines pour continuer, si tu as vu, et ils ont un petit coup d'avance à chaque fois, j'ai l'impression, hein, Freedom. Oui, sauf que maintenant, ils essaient de revendre des services de DNS. Ils ont complètement arrêté leur modèle qui était de dire leur modèle économique sur le point TK, c'était je vous donne un nom de domaine gratuitement. Oui. Au bout d'un an, vous devez forcément cliquer sur un bouton pour le renouveler. Sinon, moi, je récupère la propriété. Enfin, je récupère plutôt le nom de domaine et je le monétise en mettant de l'AdSense. C'est comme ça qu'il y avait 30% des noms de domaine qui étaient non renouvelés par les utilisateurs. Et donc, eux, ils récupéraient tous les ans 30% des millions de points TK qu'ils offraient. Donc, c'est un modèle qui est génial. Le seul problème, c'est qu'il faut contrôler un minimum ce que font les utilisateurs. Et eux, ils faisaient aucun contrôle. Et non seulement ils n'ont aucun contrôle, et ce qu'ils ont perdu, c'est qu'en plus, pour récupérer le nom de domaine au bout d'un an, ils restaient le propriétaire du domaine. Donc, ça veut dire qu'en plus, ils avaient la propriété, la responsabilité juridique. Donc, ils avaient la double peine. Donc, voilà. Bon. Mais malgré tout, si tu veux, c'est un bon exemple pour montrer que si on ne protège pas une extension, à terme, elle va mourir parce qu'à un moment donné, Google va sévir. Bon. Nous, par rapport à ça, il y a deux choses. D'abord, nous, on est surveillé, on a vis-à-vis de la CAN, on a un contrat qui nous oblige à surveiller notre extension. Et tous les jours, encore là ce matin, un utilisateur que j'ai suspendu, 1024.best, pour ne pas le citer, me contacte pour me dire pourquoi est-ce que vous avez suspendu notre nom de domaine. Pourquoi? Parce qu'on a tous les jours des algorithmes qui tournent et qui surveillent en permanence
ce que font tous les gens qui ont enregistré des points best au niveau du phishing, au niveau de la propriété industrielle d'un signal, etc. Donc, nous, on a tous les jours des suspensions, ce qu'on appelle le statut server role. Donc, on met en server role. Ce n'est pas la suppression du domaine, mais c'est la suspension du domaine jusqu'à temps que la personne qui a enregistré le nom de domaine nous explique pourquoi elle est arrivée là. Parce que ça peut être aussi des fois des attaques de certains qui ont attaqué le site. Donc, on ne supprime pas le nom de domaine, mais on le suspend le temps d'avoir les preuves ou les justificatifs qui nous sont fournis par la personne qui a enregistré le nom de domaine. Mais nous, on fait vraiment un travail et on fait très, très attention tous les jours à supprimer des noms de domaine. Donc, en fait, notre courbe, telle qu'on la voit, elle comprend aussi toutes les suppressions que l'on fait. Il y a d'autres extensions qui le font moins, d'accord? Parce que l'ICANN oblige simplement, dans le contrat ICANN, à faire la police, entre guillemets, sur ce qui est du phishing, des malwares et du spam. Donc, nous, c'est les 3 minimums qu'on doit surveiller. Mais l'ICANN ne nous dit pas qu'on doit contrôler le contenu. Par exemple, entre guillemets, si toi, demain, tu prends un point best pour faire le streaming de Mediapro ou de la Ligue 1 ou de la Ligue des Champions à travers ton point best et que nous, on ne le sait pas, on ne peut pas intervenir. Si on nous le signale, on va le regarder et s'il y a une plainte, on va le mettre en server role, mais on n'a pas cette obligation-là. L'obligation légale qu'on a, c'est sur les sites de phishing, les malwares ou le spam. Et donc, on source Google Set Browsing, Spamos, enfin tout un tas de sources sur Internet et tous les jours, on suspend des noms de domaine. Bon, voilà. Maintenant, il y a une autre particularité, c'est que nous, par exemple, on n'est pas en Chine. On n'a pas voulu justement aller en Chine tant que notre usage à travers le réseau social n'était pas suffisamment développé parce qu'on savait très bien que tant que notre usage ne serait pas suffisamment développé et que notre prix serait bas, on aurait ce genre de choses. Et d'ailleurs, une des façons qu'on va avoir de contrecarrer, entre guillemets aussi, ce genre de choses, c'est qu'à partir du 1er janvier 2021, notre prix wholesale va augmenter. C'est-à-dire qu'on était à 1 dollar à peu près chez la plupart de nos partenaires aujourd'hui en promotion parce que le réseau social du point best n'avait pas encore démarré. À partir du 1er janvier 2021, on va augmenter notre prix à 4 dollars la première année. Tout simplement parce qu'on sait très bien qu'en mettant ce prix à 4 dollars, on va aussi éliminer une grosse partie de la menace parce que les gens qui font ce genre de choses essayent d'enregistrer les noms de domaine au prix le moins cher possible, le plus bas possible. Et donc, c'est ce qui fait notamment aussi ce qui a fait le succès, si on peut appeler ça un succès, du point SIU ou du point top, par exemple, parce qu'en Chine, ils sont vendus à moins d'1 dollar. Certains perdent même de l'argent, mais donnent l'illusion d'avoir une courbe et une traction phénoménale de plusieurs millions de noms de domaine. Or, en réalité, on a regardé, nous, par exemple, en janvier dernier, le point ICU qui avait 6 millions et quelques d'enregistrements. Et nous, le point best, on était un tout petit peu en dessous des 100 000 à ce moment-là encore. Et on a regardé combien de renew on faisait et combien de renew il faisait. On a comparé 6 millions contre un peu moins de 100 000. En fait, on a fait plus d'argent qu'eux en janvier. C'est-à-dire qu'on a fait plus de renew qu'eux en janvier. C'est ça qui est fou, parce qu'en fait, les noms de domaine sont utilisés et jetés à la poubelle au bout d'un an. Or, parce qu'il n'y a pas d'usage, ou un usage qui est le plus souvent abusif. Et donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas de renew. Et donc, pour un certain nombre d'extensions, c'est souvent ce qu'on appelle rise and fall. Moi, je prends souvent l'exemple du point loan. Je me fais souvent engueuler par mes compères quand je cite ça, mais le point loan, ils sont montés à 2 millions et maintenant, ils sont à 50 000 ou 10 000, je ne sais même plus où ils sont maintenant. Et ils vont mourir. Et ils vont mourir parce que les Chinois ont un autre usage des noms de domaine que ce que nous, on a. C'est-à-dire que nous, principalement, on va faire des sites Internet, alors que les Chinois vont les utiliser pour faire du spam, pour faire tout un tas d'abus, et ils vont le jeter à la poubelle. Ils ont fait la même chose avec toutes les extensions. Ce n'est pas uniquement lié au NGTLD. Ils l'ont fait avec le point TK, ils l'ont fait aussi avec le point org. Il ne faut pas oublier que le point org est monté jusqu'à 20 millions pour redescendre aujourd'hui à 10 millions, mais ils sont montés à 20 millions grâce aux Chinois. Et ensuite, les Chinois, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une extension et ensuite, ils essaient ils la crament et ensuite, ils la jettent à la poubelle. Donc, s'il n'y a pas d'usage derrière, l'extension meurt. Alors, il y en a qui s'en sortent mieux. Le point XYZ, par exemple, s'en sort mieux parce qu'il a bénéficié de l'effet Google, entre guillemets, à travers l'enregistrement d'ABC.XYZ et a quand même un certain nombre de sites qui l'utilisent. Mais si vous regardez le point ICU aujourd'hui, il y a très, très peu d'usage. Moi, je ne connais pas un site en point ICU. Si vous me demandez d'en citer un, je n'en connais pas. Donc, voilà. Et moi, ce que je pense, c'est ce qu'on pense nous dans notre équipe, c'est qu'uniquement les extensions qui vont développer leur usage vont, entre guillemets,
gagner la partie. Le point blog, par exemple, pour nous, c'est un très très bon usage d'une extension Internet à travers WordPress. Donc WordPress avait racheté ou a racheté le point blog pour 4 millions de dollars aux enchères, ou je ne sais plus si c'est pendant les enchères ou après. Et si vous regardez aujourd'hui le point blog, 50% de ces enregistrements sont directement liés à WordPress et c'est automatique le registraire de WordPress qui vend le point blog directement. Donc l'usage du point blog, ils l'ont transformé et ils vont entre guillemets le lier de plus en plus à WordPress. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres, soit des registres, soit des opérateurs de back-end, en tout cas des acteurs qui vont dans le bon sens comme ça, qui ont une vision qui n'est pas de faire du profit immédiat à court terme et un bon ROI, et on n'en parle plus, qui ont plutôt une optique de durée. Donc le point blog, on a compris. Est-ce qu'il y a peut-être le point app de Google où il y a des choses comme ça qui sont à remarquer dans le secteur? Oui, alors en fait, c'est rigolo parce que il y a 15 jours ou une semaine, je ne sais plus, j'étais en conf call avec Google aux États-Unis, parce qu'on leur présentait notamment notre projet de réseau social. Eux, ils ont 47 extensions. Et par exemple, les patrons de Google Registry me disaient qu'ils adoraient notre projet parce qu'ils étaient totalement en phase avec nous sur l'usage. Et notamment, ils ont 47 extensions, mais pour le moment, ils n'en ont lancé que 7 ou 8. Et une des raisons pour lesquelles ils n'en ont lancé que 7 ou 8, c'est parce qu'ils font très, très attention à trouver un usage à chaque nouvelle extension qu'ils mettent sur le marché. Après, on peut discuter des idées, qu'elles sont bonnes, qu'elles ne sont pas bonnes. Comme nous, on peut nous dire, ce n'est pas parce qu'on pense que notre usage est bon qu'il est bon. Mais entre guillemets, on essaye de faire quelque chose, de créer un usage associé à notre extension. Et par exemple, Google, c'est un peu la même chose. Regardez le point new, ils ont essayé d'utiliser le point new pour un usage particulier, pour les nouvelles idées, etc., etc. Donc, ils essayent de trouver, eux, des usages à chaque extension qu'ils mettent sur le marché. Donc, il y a d'autres acteurs, tu parlais du point app, mais il y a d'autres acteurs comme Google qui essayent de faire ça. J'aime aussi, par exemple, ce qu'a fait le point club, alors dans une autre mesure, mais ils ont essayé de créer une image autour de la création d'un club, etc. Et je trouve qu'ils ont fait des choses très, très bonnes. En plus, j'aime beaucoup l'équipe de Colin et Michel. Et je trouve que le point club a réussi aussi à développer l'usage de son extension à travers les sites web, hein, mais simplement en positionnement, en marketant leur extension sur un type d'usage bien particulier. Alors que quand on s'appelle, j'ai rien contre le point ICU, mais ICU, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, eux, ils ont été le tourner en ICU, etc. Mais il y a très peu de valeur. Moi, après, j'aime beaucoup aussi les extensions dites géographiques. D'accord. Donc, le point Paris, par exemple, en France, je trouve que, par exemple, ça fait sens pour des commerçants qui sont à Paris, notamment en vue des JO, etc., de prendre un point Paris et de se positionner sur les recherches en point Paris ou point BZH ou d'autres extensions géographiques. Je trouve que ça fait sens aussi. C'est la notion de communauté, même si depuis ce matin, Darmanin dit qu'il ne veut plus de rayon communautaire, mais sur Internet, la communauté ou la notion de communauté est très, très importante. Et donc, moi, je pense que dès lors qu'on va adresser à travers son extension une certaine communauté et qu'on développe l'usage, ça peut faire sens. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a une extension communautaire qu'on gagne. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une extension communautaire et qui ne gagneront pas la partie parce qu'ils ne vont pas développer suffisamment leur usage. J'en parle en toute honnêteté, en toute franchise, parce que je le connais bien. Jody, par exemple, il a le Jody Rich, le point best et le point CEO. Nous, on a acheté le point best parce qu'on avait trouvé l'usage. Le point CEO, c'est quelque chose qui est très communautaire, qui peut s'adresser aussi à tous les patrons d'entreprise. Mais simplement, ils n'ont pas développé l'usage. Résultat des courses, nous, quand on a racheté le point best, il y avait autant de points best que de points CEO, c'est-à-dire 2000 et quelques noms de domaine. Aujourd'hui, nous, on en a plus de 100 000 parce qu'on a parlé de l'usage. Alors, même si on n'a pas démarré encore pour le moment, ce n'est pas notre objectif est plus ambitieux, mais en tous les cas, le point CEO ne décollera pas. Il va rester aux alentours de 2000 ou 3000 noms de domaine tant qu'ils ne vont pas développer ou ils ne développeront pas l'usage de leur point CEO. Après, ça va le faire, mais voilà. Donc, je pense que les extensions qui sont les plus communautaires sont celles qui ont le plus de chances de fonctionner. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est communautaire, ça va fonctionner. Voilà. Ah, super. Donc, j'ai une dernière question, mais qui est moins liée au nom de domaine, mais plutôt par rapport à ton expérience d'entrepreneur, parce que le point best, finalement, en 2 ans, il s'est passé énormément de choses et je suis sûr que ça montera encore beaucoup, ça peut s'améliorer, mais déjà aujourd'hui, c'est une réussite. C'est-à-dire, comme tu dis, vous êtes passé de 2000 à 130 000 et globalement, vous existez
et même si l'histoire s'arrête aujourd'hui, c'est une réussite. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont envie de se lancer, parce qu'on est sur des secteurs assez porteurs? Il y aura le prochain round. Alors, l'ICANN vient d'annoncer peut-être 2023. Est-ce qu'il y a des conseils que tu ferais à l'attention de ceux qui souhaitent se lancer dans soit une nouvelle extension, soit un autre projet Internet? Ton expérience d'entrepreneur, qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, moi, j'ai un peu toujours la même technique en tant qu'entrepreneur, c'est que j'essaie toujours de trouver quelque chose qui fonctionne, d'accord, quel que soit le secteur d'activité, hein. Trouver quelque chose qui fonctionne et essayer de le dupliquer à une grande échelle. C'est un peu ma stratégie à moi. Je ne dis pas que c'est la bonne, que c'est la meilleure, mais en tous les cas, voilà, j'essaie de faire ça. Et aussi, l'autre conseil, c'est, et même moi j'ai ce défaut-là souvent de ne pas le faire assez, parce que quand on est entrepreneur, souvent on a souvent une vision. Et en fait, plutôt que de confronter cette vision au marché avant de démarrer, on veut souvent démarrer et la confronter après. Et ça, je pense que c'est une connerie. J'essaye d'apprendre moi aussi à me corriger tous les jours, c'est-à-dire de ne pas penser que parce que moi je vois le marché évoluer comme ça ou je vois une tendance, cette tendance va perdurer. Et donc, essayer et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir bénéficier de beaucoup de data. Et donc, d'essayer de regarder dans les données des utilisateurs et de vraiment partir de l'utilisateur. C'est vraiment les deux conseils que je peux donner, c'est partez de l'utilisateur, de ce que l'utilisateur veut. Ça, c'est fondamental. Et ensuite, à partir de ça, essayez de trouver quelque chose qui va marcher, qui va plaire à l'utilisateur et essayez de trouver la mécanique, le process pour l'industrialiser. Et en général, tous ceux qui ont fait ça, ils ont cartonné. C'est-à-dire, essayez de ne pas vouloir être Facebook en 2 ans, c'est pas possible, d'accord. Ne pas vouloir être Elon Musk en 2 ans, c'est pas possible, d'accord. Il faut vraiment se rendre compte de l'échelle de temps, c'est-à-dire que tout prend du temps et tout prend beaucoup d'argent. J'ai encore tout à l'heure, juste avant que je te prenne un livre, j'étais en call avec mes avocats parce que, comment dire, il y a eu notamment une émission de radio qu'il a entendue à la radio sur la responsabilité des plateformes. Et donc, entre guillemets, il me dit c'est génial, toi tu vas pouvoir donner la co-responsabilité des plateformes en joignant les deux mondes, le monde des réseaux sociaux et le monde des noms de domaine. Et je dis oui, c'est vrai ce que tu dis, ok, mais ça intéresse 10% des gens, d'accord. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que Facebook a été condamné à 5 milliards de dollars d'amende pour avoir influé la précédente élection américaine, les gens arrêtent d'utiliser Facebook, d'accord. Donc, il faut bien se rendre compte du monde dans lequel on vit. Et donc, voilà, donc, vraiment essayer de partir de l'utilisateur et puis d'essayer de le dupliquer en sachant que tout prend du temps. Et tout prend du temps parce que tout prend du temps et de l'argent aussi. C'est aussi lié souvent. Parce que Twitter a mis X années avant de devenir profitable et a surtout dépensé 3 milliards de dollars avant d'avoir un trimestre profitable. Donc, il faut pas voir TikTok aujourd'hui en se disant bah, c'est génial, si on construit un réseau social, on peut faire 2 milliards de téléchargements l'année prochaine, par exemple. C'est pas possible. TikTok a d'abord acheté Musical.ly pour 1 milliard de dollars, d'accord, il y a quelques années. Tout prend 10 ans sur Internet. Donc, si nous, on réussit, c'est pas maintenant, d'accord. On aura, entre guillemets, de plus en plus d'utilisateurs. Mais si on devient un jour un major d'Internet, ce qui est notre objectif, ça prendra 10 ans. Comme pour tout le monde, on n'est pas plus fort que les autres. Même si notre idée, entre guillemets, elle va intéresser des utilisateurs, le temps qu'on fasse l'acquisition, ça prendra du temps. Donc, pour tous les entrepreneurs, soyez patients. Ça, c'est le premier conseil. Essayez de trouver quelque chose qui fonctionne et qui plaît aux utilisateurs en partant de ce que veulent les utilisateurs. Génial. Ben, merci beaucoup, Cyril. Beaucoup de chance pour la suite et peut-être que avant 10 ans, on se revoit pour célébrer l'énorme succès. Merci et à bientôt. Merci à tous. Merci.